tous et bienvenue dans ce troisième et dernier coin lecture du mois de septembre, mois dévolu aux classiques de la littérature. Et encore une fois, on a deux livres qui n'ont pas grand chose à voir. L'un est réaliste, l'autre est une dystopie. L'un est français, l'autre britannique. L'un fut un énorme kiff et l'autre c'est Germinal d'Émile Zola. Ok, alors, si on devait évaluer sur un diagramme type nuage de points, mon plaisir de vous faire ces retours. En bas du diagramme, donc dans la deuxième moitié de la partie inférieure, dans le plaisir négatif, si vous voulez, on aurait les retours négatifs. À quelques exceptions près, genre c'est très amusant de dire que 50 nuances degrés c'est très mauvais, ce genre d'exception, mais pour les autres œuvres, une hiérarchie se détache. J'aime pas dire que j'ai pas aimé une œuvre assez connue mais controversée. J'aime pas dire non plus que j'ai pas aimé une œuvre établie. Genre Eragon. J'aime encore moins donner un mauvais retour sur un livre écrit par l'un ou l'une d'entre vous, mais j'y trouve quand même quelque part la satisfaction d'une part de leur donner de la visibilité, et d'autre part, peut-être donner des pistes d'amélioration si et quand je le peux. Mais ce que j'aime le moins, c'est vous donner un mauvais retour sur un classique de la littérature, Germinal. J'aime pas ça parce que, comme le nom l'indique, ce sont des classiques. C'est-à-dire qu'ils ont traversé le temps, ils ont été approuvés, étudiés par les savants, les érudits, l'élite littéraire à travers les décennies. Bref, si mon avis est négatif, c'est que soit je suis un ignare, soit un abruti. Soit je suis pas suffisamment lettré, si vous voulez, pour apprécier le génie d'une œuvre, soit je suis juste trop con pour comprendre. Je vous renvoie à quelques commentaires reçus lors de mon retour sur le nom de la rose. Mais cette émission, ce n'est pas une émission de critique littéraire, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est juste de retour de lecture, et pour qu'elle ait le moindre intérêt, cette émission, j'estime devoir être le plus honnête possible, et Germinal a été une tannée à lire. J'ai passé un très mauvais moment de lecture. Avant de plonger sur l'histoire du livre et sur les raisons de ce dépit, j'aimerais vous raconter pourquoi je l'ai lu et surtout pourquoi je l'ai lu en entier. D'une part, parce que comme ça je peux dire que j'ai lu Germinal, c'est un petit succès débloquable de la vie, maintenant c'est fait, mais le truc surtout c'est que dans le tournoi pour le coin lecture spécial Vos Suggestions, qui doit être bientôt fini d'ailleurs quand cette vidéo sortira, dans le tournoi pour le coin lecture spécial Vos Suggestions de l'année dernière, quelqu'un avait suggéré un livre de Charles Maurras, qui est un essayiste et homme politique antisémite français, précurseur de l'extrême droite française, en quelque sorte. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, je connaissais pas ce brave monsieur, si vous voulez. Et donc, quand une vague de trolls s'est mis à voter en masse pour lui, je me suis dit, wow, ça doit être le nouveau Harry Potter ou quelque chose. Je suis passé à côté. Et quand j'ai compris, j'ai simplement disqualifié du concours. Mais le truc, c'est que c'était injuste quoi envers l'utilisateur qui l'avait suggéré. Parce que mettez-vous à sa place, il suggère un livre qui a pratiquement aucune chance de rejoindre les 16e de finale du tournoi. Le livre gagne et je le disqualifie. Ça craint. Voilà, je trouvais que ça craignait. Donc je lui ai dit, je lirai une autre de tes suggestions un autre mois. Et parmi ces deux autres suggestions, il y avait donc Germinal. Vous le savez, le vrai propos de Germinal, c'est que donc voilà, écrasé par les conditions de travail inhumaines et la cruauté des lois imposées par les propriétaires de la mine, Étienne Lantier, le fameux protagoniste, fraîchement arrivé au Voreux, la mine en question, les pousse les mineurs, à se révolter et à entrer en grève. Il mourait déjà de faim avant, il meurt encore plus de faim après, certains personnages meurent littéralement de faim, et d'entrée de jeu, il y a deux choses qui frappent. D'une part, le style est très léché. On a très clairement affaire à un auteur qui choisit ses mots, qui choisit ses métaphores. Les mineurs sont souvent décrits comme des animaux avec des termes qui évoquent des animaux. La mine est souvent décrite comme une bête qui mange les ouvriers, qui dévore les ouvriers. L'intérieur de la mine est souvent décrit comme l'enfer, sombre et brûlant. La mise en parallèle entre le petit déjeuner des Maheu, donc les mineurs, et celui des Henbo, la famille du directeur des mines, avec eux leur chocolat et leur brioche, alors que les employés crèvent de faim. Voilà, bref, c'est pas un scoop. Émile Zola, c'est pas le dernier quand il s'agit de bien écrire. Voilà. Quand je vous dis qu'on n'est pas sur une émission de critique littéraire, voilà, ça c'est le niveau auquel on peut s'attendre. Et l'autre chose qu'on ne peut que reconnaître, c'est qu'il arrive à donner vie à tout cet univers, et en grande partie parce qu'il s'est renseigné de ouf. Il était difficile à ignorer, étant donné que les notes de bas de page vont vous le rappeler toutes les 2 ou 3 pages. Toutes les 2 ou 3 pages, mais autant de dévouement, ça force le respect. Zola est même descendu lui-même dans une mine pour pouvoir en décrire précisément le sentiment. C'est assez dingue. Toujours dans la liste des qualités de l'œuvre. Toujours dans la liste des qualités, on n'est pas sur un manichéisme bête des gentils mineurs contre le méchant capital. Pendant la grève,
poussé par la faim, les mineurs sont bestiaux, sont cruels, mais c'est un miroir déformant, si vous voulez, de la cruauté dont ils ont été les victimes depuis des générations. L'évolution du personnage de la Maheu, d'ailleurs, la femme de Toussaint Maheu, le mineur représente ça très bien. Au départ, elle est un peu indolente, elle est un peu dure au mal, mais alors au plus fort de la grève, elle devient extrêmement violente, et à la fin, quand la grève n'a vraiment rien donné et que tout le monde reprend le travail, voilà, elle est résignée. Elle dit même, c'est la faute de tout le monde. D'ailleurs, le développement de certains personnages est très intéressant. L'Entier a le personnage principal a une vraie soif de pouvoir. Il devient très violent quand il boit parce que l'alcoolisme est héréditaire, il coule dans ses veines. Jeanlin Maheu, l'un des enfants du couple des Maheu, il est complètement dégénéré comme gamin, il est violent. Je vous ai parlé de la Maheu là à l'instant. Souvarine est un anarchiste et probablement le personnage pour moi le plus intéressant du roman. C'est dommage d'ailleurs qu'il soit pas lui le héros. C'est un terroriste dont la femme, terroriste elle aussi, s'est fait pendre et exécuter sous ses yeux. Et ce jour-là, il a sacrifié son humanité à son combat politique. Et à la fin du roman, il sabote la mine, ce qui entraîne la mort de très nombreux ouvriers. Vraiment, il y a beaucoup de choses à aimer dans ce livre. Je vais pas dire le contraire, beaucoup de choses à aimer dans ce livre. Mais un très gros mais. Vous savez quoi? 4 très gros mais. D'abord, le cœur du roman, je pense, c'est son double aspect documentaire et politique. C'est non seulement un témoignage de l'époque, mais aussi un réquisitoire. Et je m'en contrefous de comment vivaient les mineurs à la fin du 19e siècle. Et contrairement à ce que beaucoup semblent penser, je me fiche aussi pas mal de l'aspect politique du truc. Le côté debout, camarades, rejoins l'international, honnêtement, ça me fait bailler. Enfin bon, voilà. Bref, ces deux côtés fondamentaux dans le roman n'ont trouvé aucun écho chez moi. Troisième gros mais, oui, troisième parce que je rentre l'aspect documentaire et journaliste comme deux points différents. Troisième, je n'avais aucune empathie pour le personnage, pour le personnage principal, vraiment pour aucun personnage. Le fait qu'ils soient tous équilibrés, qu'ils aient tous des défauts, ça me les a tous rendus antipathiques. Parce que pour beaucoup, j'avais du mal à voir leurs qualités. D'ailleurs, l'essentiel des personnages, j'avais du mal à voir leur tempérament, point. Il y en a certains qui sortaient du lot, il y avait genre je vous ai dit, Souvarine, il y avait Chaval qui sortait du lot, il y avait la Mouquette aussi qui sortait du lot, mais l'essentiel des personnages, franchement, je saurais pas dire la différence. Là que ça fait quelques semaines que je l'ai lu, je saurais pas dire la différence entre Bonnemort, Levaque, Zachary, La Brûlée, Mouk. Ils se perdent dans un nuage flou de noms. Et le dernier très gros, mais le triangle amoureux est à gerber. J'en ferais peut-être moins un foin si Zola ne mettait pas un point d'honneur à nous rappeler à de multiples reprises que Catherine n'est même pas pubère, c'est littéralement une enfant. Étienne hésite à l'embrasser, mais Chaval voit ça et il l'embrasse le premier et pouf, elle lui appartient maintenant. Autre époque, autre mœurs. Je sais, je m'en branle, on parle de mon ressenti, et mon ressenti, c'est que c'est gerbant. J'ai passé un très mauvais moment de lecture. Je voulais qu'ils meurent. Voilà, je voulais qu'ils meurent tous. Est-ce que je vous le recommande? J'ai pas besoin de vous le recommander. C'est Germinal, c'est un classique. Vous savez que vous devez le lire. Voilà. Mais ils sont rares, les classiques avions, toujours des avions. Ils sont rares les classiques dont j'ai vraiment pas aimé la lecture. En fait, ils sont deux. Le nom de la rose, et celui-là. Mais il y a une chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas, si vous voulez, en l'ouvrant, c'est d'être désagréablement surpris. Sans transition, dans la longue et illustre histoire de moi qui vous parle de livres adaptés à l'écran par l'un des meilleurs réalisateurs de mes réalisateurs préférés, Stanley Kubrick, voici donc le 3e volet, après Shining et après 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, ou l'Orange Mécanique. Apparemment, le livre a le droit au déterminant. Ça fait des années que j'essaie de caser ce livre dans mon programme du coin lecture, mais à chaque fois, il y avait d'autres livres que je voulais lire en priorité. Mais ça y est, le mois spécial classique me donne une occasion parfaite de plonger dans ce roman dont l'adaptation a causé bien des controverses. Toi-même tu saches. C'est l'histoire d'Alex, un jeune homme qui a deux passions dans la vie, la musique classique et la violence. Pour être clair, l'ultra-violence. C'est pas une comparaison que j'aime faire parce que je pense que la culture pop a tendance à en abuser aujourd'hui, mais Alex est tout ce que toutes les adaptations du Joker ont voulu être. Il est méchant, il est cruel, il adore ça, et il est chaotique qu'il en peut plus. Dans la première partie du roman, il va tuer 2 personnes et en violer 3. Et avec ses dours, ou ses amis si vous préférez, il va tabasser plusieurs personnes, juste comme ça, voilà, qui va croiser.
aléatoirement, dans la rue, il va croiser des gens, je vais lui péter la gueule. Alors, évidemment, comment on s'identifie? Alors, après Germinal, du coup, vous vous demandez peut-être comment on s'identifie à un protagoniste pareil. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont très importantes pour moi. L'une, qui a été conservée dans le film, et l'autre non. La première, c'est le Nadsat. C'est la langue parlée par Alex et ses Droug. C'est de l'argot avec pas mal de termes empruntés au russe, et ce qui rend le livre très difficile à suivre dans les premières pages. Le lendemain du co-lecture, je fais une émission sur Twitch qui s'appelle Au coin du feu, et traditionnellement, je lis la première page, mais là, exceptionnellement, je vais vous la lire ici parce que c'est un point vraiment méga important du livre. Et alors désolé, je vais lire lentement parce que sinon je vais pas arrêter de trébucher partout. Bon alors, ce sera quoi, hein? Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes 3 Droug, autrement dit Pierrot, Joe et Momo. Vraiment Momo le Momo. Et on était assis au Korova Milk Bar, à se creuser le rasoudoc pour savoir ce qu'on ferait de la soirée. Une putain de soirée d'hiver, branque, noire et glaciale, mais sans eau. Le Korova Milk Bar, c'était un de ces mestos où on servait du lait gonflé, et peut-être avez-vous oublié, oh mes frères, à quoi ressemblait ce genre de mesto, tellement les choses changent zoom par les temps qui courent, et tellement on a vite fait d'oublier, vu aussi qu'on ne lit plus guère les journaux. Bref, ce qu'on y vendait, c'était du lait gonflé à autre chose. Le Korova n'avait pas de licence pour la vente d'alcool, mais il n'existait pas encore de loi interdisant d'injecter de ces nouvelles vêches qu'on mettait à l'époque dans le moloko des familles, ce qui faisait qu'on pouvait le drinker avec de la Vélocette, du Saint-Hébesque ou du Methcat, ou une ou deux autres vêches et s'offrir 15 gentilles minutes pépettes zaribles à mirer Gogre et tous ses janges et ses seins dans son soulier gauche, le mosgue plein à péter de lumière, ou alors drinker du lait au couteau, comme on appelait ça, façon de s'affûter et de se mettre en forme pour une petite partie salingue de 20 contre 1, et c'était justement ce qu'on drinkait le soir où je commence cette histoire. On avait les poches pleines de muisca, si bien qu'on n'en avait pas besoin, histoire de craster encore un peu de joli lollipop, de tolchoquer un vieux vec au fond d'une impasse et de le relucher, baigné dans son sang tout en comptant la recette et en la divisant par 4, ni de faire des ultra-violence à une viochka ptitsa toute grisaille et tremblante dans sa boutique pour vider le tiroir caisse jusqu'aux tripes et filer en ce bidonscan, mais, comme on dit, l'argent n'est pas tout. Voilà, donc vous voyez, la première réaction si vous voulez, un peu en deux temps. D'abord, merde, je vais rien comprendre. Ce qui est une réaction légitime, voilà, parce qu'à plusieurs moments, tu vas rien comprendre. Alors bon, il y a un lexique à la fin, si vous voulez, mais même la note des traducteurs au début, elle dit « Le lexique, il est là parce que c'est rigolo, mais vous devriez vous en passer. » Et le deuxième temps de la première réaction, c'est « Non, mais en fait, ça va. En fait, ça va parce que les mots qui manquent, tu peux déduire le sens. Par exemple, si je vous dis que j'en ai plein le barouflard, vous n'avez pas besoin d'avoir le sens précis de barouflard pour comprendre le sens de la phrase. Et souvent, c'est simplement le cas. Moi, j'ai cherché le sens des mots au début, les mots qui revenaient souvent, si vous voulez, genre, par exemple, litso, c'est le visage, vèche, c'est qui arrivait 2 fois déjà, c'est chose, et pour le reste, il s'agit de se laisser porter par le sens des phrases, et surtout par la personnalité du narrateur. Parce que la seule utilisation, si vous voulez, du Nadsat donne énormément de personnalité à Alex. Mais alors, comment est-ce que le Nadsat nous aide à nous identifier à Alex ? Alex qui, je vous rappelle, est la pire pourriture qui soit. Eh bien, d'une part parce que ça introduit d'emblée une distance entre ce qu'il raconte et comment il le raconte. Les mots ajoutent un filtre, si vous voulez, à la violence de ce qui est décrit. Et c'est marrant parce que je me demande dans quelle mesure on ressent pas un peu l'influence de 1984 là-dedans, et du néo-parlé. Parce que souvent, je me suis fait la réflexion que cette histoire-là, cette dystopie, elle pouvait très bien avoir lieu, sinon dans l'univers de 1984, en tout cas avant 1984. Un genre de 84 Origins, si vous voulez. Mais c'est pas tout. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué avec l'extrait que j'ai lu, mais Alex a des tics de langage, qui évoquent un peu d'ailleurs l'attrape-cœur ou la vie devant soi, ce genre de livre. Forcément, c'est pas évident à repérer avec un seul passage, mais tout le long de la lecture, ça devient assez évident. Il répète souvent le bon quelque chose des familles, il répète souvent comme qui dirait, ou autrement dit, ou vraiment tsarible. Puis à un moment donné, il fait semblant d'être malade pour pas aller à l'école. Donc dès le départ, on a l'idée qu'Alex est relativement jeune. Voilà, ce qui est assez raccord avec le film. Sauf qu'en réalité, non, c'est pas du tout raccord avec le film, parce que dans le livre, Alex a 14 ans. Et pour moi, ça change toute l'œuvre. Parce que se délecter d'ultra-violence à 14 ans, ou à, mettons, je sais pas, 20 ans, par exemple, 20 ans, 25 ans, j'en sais rien, pour moi, c'est pas pareil du tout, quoi. C'est pas la même problématique. Bref,
Alex finit par se faire attraper par la police, et en prison, il participe un tout petit peu au passage au tabac d'un homme qui avait menacé de le violer, sauf que le gars meurt, le violeur meurt, et Alex est considéré comme responsable. Le ministre de l'Intérieur décide donc de faire de lui un exemple, et de le soumettre à la fameuse technique Ludovico, qui consiste à injecter une substance d'abord inconnue à Alex, et à lui faire regarder de force des images d'ultra-violence et écouter de la musique classique, ce qui fait qu'en 15 jours, le jeune homme va se sentir malade à crever chaque fois qu'il aura des pulsions de violence et chaque fois qu'il entendra de la musique classique. Et il y a deux camps dans cet univers-là concernant cette technique. Il y a le gouvernement qui voit un outil formidable contre la violence, mais surtout contre les opposants politiques, et il y a, j'ai envie de dire, les gens sains d'esprit qui se disent qu'on peut pas programmer quelqu'un, que si quelqu'un fait le bien parce qu'il a pas le choix, c'est pas vraiment quelqu'un de bien, c'est pas comme ça que ça marche. Et le titre du roman vient de là. On peut pas être une orange mécanique, un élément naturel, transformé mécaniquement, si vous voulez. D'ailleurs, anecdote rigolote, le titre de l'œuvre n'est jamais prononcé chez Kubrick, mais alors chez Burgess, on a un des pires title drop que j'ai lu. Est-ce que vous voyez dans Suicide Squad, il y a un moment donné, Will Smith dit c'est tout, on est un genre de Suicide Squad. Bah Alex nous fait un peu pareil à un moment, il est en train de subir, si vous voulez, la perte de son libre arbitre, et il dit vous me prenez pour une orange mécanique ou quoi? Moi ça m'a fait rire. Bref, le gouvernement utilise Alex pour dorer son image, mais les anti-gouvernements vont aussi utiliser Alex pour montrer que la technique Ludovico ne fonctionne pas, mais le gouvernement les fait taire, il y a une espèce de système politique qui est très oppressif, si vous voulez, mais en sous-texte, et donc il y a la fameuse fin de Orange Mécanique. Et une fois n'est pas coutume, on va parler de la fin dans cette émission parce que ça me semble être le point le plus intéressant du livre et surtout comparativement au film. Voilà, je vais pas le garder uniquement pour celles et ceux qui me rejoignent sur Twitch demain. Merci à vous d'ailleurs. Alors, c'est assez connu que la version américaine du livre ne comporte pas le 21e chapitre. L'Orange Mécanique est composé de 3 parties de 7 chapitres chacune, mais aux États-Unis et dans la version adaptée par Kubrick, il n'y a pas le dernier chapitre. Et le film se termine sur la célébration du fait que Alex est guéri. Traduisez, il est redevenu ultra violent, il a retrouvé son libre arbitre, youpi! Ce qui est une fin extrêmement cynique, vous en conviendrez, tout le monde en convient, et d'ailleurs cette fin me va très bien, parce que dans Orange Mécanique, il n'y a aucun espoir n'est permis, si vous voulez. Des jeunes gens s'amusent à être ultra violents, et plutôt que de régler ça, la police elle-même est ultra violente, les politiques les instrumentalisent, bref, Alex est un produit de cet univers, et dans cet univers, le seul espoir, si vous voulez, c'est de pouvoir choisir de faire le mal. Et ça me va très bien comme conclusion. Mais alors la fin du livre est soit beaucoup plus mauvaise si on écoute ce qu'en dit Burgess, soit beaucoup plus sombre si je me fie à ma propre interprétation. Dans ce chapitre, Alex est retourné à ses vieilles habitudes. Voilà, il a retrouvé son libre arbitre et il retourne à ses vieilles habitudes. Mais ça ne l'amuse plus. Et alors, il croise un de ses anciens drogues qui s'est rangé, qui a une femme, qui fait des soirées dégustation de vin le week-end, qui parle même plus Natsat, enfin voilà. Parce qu'au début du roman, Alex a 14 ans, à la fin, il en a 18. Et ce gars-là, Pierrot, en a désormais 20. Et Alex décide de se ranger parce que l'ultra-violence ne l'amuse plus. Si je comprends bien ce que Burgess a essayé de faire, il est question de terminer le roman sur « Voyez, même les pires personnes peuvent changer. Alors, ayez foi en l'humanité. Ça vaut mieux que de forcer les gens à changer, non ?» Dans la note de fin, il parle de réhabilitation d'Alex. Et je me dis non, non, c'est un tueur, c'est un voleur, c'est un violeur, il est pas réhabilité parce qu'il arrête la violence, parce qu'il a plus envie, c'est pas un message d'espoir à la fin, enfin pas pour moi en tout cas, du tout. Alors je préfère mon interprétation à moi qui est de vraiment voir Orange Mécanique comme une dystopie pessimiste et pratiquement nihiliste si vous voulez, de bout en bout, dans cet univers dystopique, abominable, Alex est un grand gagnant. Il finit avec un métier qui lui rapporte bien, parce que le ministre de l'Intérieur veut l'acheter. Il vit dans l'impunité la plus totale, et si on continue de lire encore plus le sous-texte, le fait que Pierrot soit rangé alors qu'il a participé aux atrocités d'Alex, le fait qu'Alex veuille se ranger aussi, ça donne cette impression que derrière tous les adultes bien comme il faut, bien rangés de cette société, il peut y avoir un monstre de violence. Et ça fait froid dans le dos. Alex est certes guéri, mais la société, si vous voulez, est toujours malade. Oh, I was cured, alright. Super livre, très belle découverte. Relativement court, moi ça m'a pris 4 heures. 4 heures et quelques, voilà. Donc si la violence dans les livres ne vous émeut pas trop, reluchez donc Zoom ce vieux livre grâce ou vraiment terrible. C'était beaucoup plus gênant que j'avais anticipé. On se laisse comme tous les mois avec le classement des livres du mois dans mon ordre de recommandation, mais
c'est un mois spécial classique. C'est un mois spécial classique, donc soyons bien clairs, je vous recommande la lecture de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci, sans exception. Ils font partie de l'histoire de la littérature, ils l'ont marqué, chacun à leur façon, alors vous devriez trouver le temps de les lire tous les 6. Et j'ai pas la prétention de pouvoir les ranger dans l'ordre du moins important au plus important, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les ranger par ordre de préférence personnelle. Voilà. Le seul classement que je suis à peu près sûr de maîtriser. À la dernière place, pas une surprise, Germinal, ça a été une lecture éprouvante, une vraie gageure, mais j'ai déjà fait le tour. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Ensuite, et malheureusement, ça fait que les 2 Français se retrouvent en bas du classement. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. J'ai lu que 2 Jules Verne, et celui-ci n'est pas mon préféré. Ensuite, H2G2, ou plutôt peut-être H2G2 et ensuite Jules Verne. En fait, mon problème c'est que là, on a un livre qui m'a laissé relativement froid, avec quelques moments un peu rigolos, et là, on a un livre avec certains moments que j'ai bien aimés, et d'autres aspects que j'ai vraiment pas aimés. Bon, disons égalité, voilà, disons égalité là, entre les deux. Hamlet, ensuite, que j'ai vraiment hâte de relire, que j'ai hâte de voir des représentations. Voilà, pas grand chose à rajouter. Et enfin, on a ces deux-là, et c'est pas la première fois qu'ils sont en haut d'un de mes classements. Je vous dis, ils font partie de mes films préférés de Kubrick aussi. Donc, en deuxième place, on va dire Orange Mécanique. Très gros kiff, très belle découverte, mais un tout petit peu moins que 2001, l'Odyssée de l'espace, qui m'a pratiquement autant tapé dans l'œil que le film, et c'est pas un compliment que je peux faire à beaucoup de livres. Le mois prochain, c'est le mois spécial horreur thriller, mais surtout c'est le premier mois où je vais devoir lire un livre suggéré par un membre du club du coin lecture sur Patreon. Le livre a été tiré au sort, ça y est, et au moment où j'écris ces mots, certains membres ont commencé à le lire et à partager leur opinion à son sujet, c'est très intéressant. Alors moi j'ai pas encore commencé, mais j'ai reçu le livre et j'ai hâte d'y être, et j'ai hâte de vous raconter comment s'est passé le tirage au sort, parce que ça a été assez drôle. Bref, on se laisse avec la question de la semaine comme toutes les semaines, et vous, allez on part sur Germinal, c'est quoi le livre que vous avez dû lire durant votre parcours scolaire et qui vous a ou qui a failli vous dégoûter de la lecture? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Encore une fois, un remerciement tout particulier à mes Patreons, dont Sexilia, RGZ, et 6 membres du coin lecture, ça tombe très bien, Tirmé28, Matt Chameau, Jemsina Percy, Mist, Aiko la Folle et Eva VDM. On reparle de tout ça au coin du feu sur Twitch, demain sur la chaîne LinksTS. Donc pour celles et ceux que je verrai demain, à demain. Et pour les autres, à la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas encore, pour le coin lecture spécial horreur, thriller. Bonne semaine à toutes et tous. Ciao. C'était quoi ça?